Alors, on va commencer. Je voudrais tout d'abord remercier Akram Kharif d'être venu aujourd'hui, d'avoir pris la peine de se dégager afin de venir animer cette conférence. La thématique de la conférence sera sur le rôle économique, social, politique de l'AMP dans l'Algérie d'aujourd'hui. Je vais faire une petite introduction à propos de ça. Après, je vais laisser les conférenciers intervenir. Depuis l'indépendance de l'Algérie, l'AMP a été et est toujours l'une des institutions phares de la République. Autant au plan politique, social qu'économique. D'ailleurs, on a vu ça à travers l'ALN et le combat de l'AM pour la décolonisation de l'Algérie. Et à travers certaines interventions, on pourra dire sociales, après certaines catastrophes naturelles, par exemple après les tremblements de terre d'El Sanam, Boumerdas, et plus récemment après la tempête de neige qu'a connue l'Algérie en 2012. Pour l'MDS, l'AMP a toujours été au centre des réflexions, comme illustre la plaquette qu'a créée Hachmi Sherif durant les années 90, qui traitait de la confrontation de l'AMP face à l'islamisme terroriste, et aujourd'hui face aux nouvelles donnes géostratégiques de la région du Sahel, de la Libye et ses enjeux sécuritaires. Donc je vais laisser notre intervenant Akram Kharif aborder la thématique et intervenir. Merci. Bon, je croyais qu'on allait commencer par le volet politique, qui est plus intéressant. C'est comme vous voulez. Pas de souci, on peut commencer par le volet politique. Parce que je suis là pour essuyer les plâtres. Voilà, bon, je vais commencer. Alors, vous m'excuserez parce que l'intervention n'est pas vraiment bien structurée, mais il est évident que le débat sur le rôle politique de l'ANP est tout à fait à l'ordre du jour. Il est tellement à l'ordre du jour que l'ANP se sent obligé de répondre aux nombreuses sollicitations en sa direction. Et je crois que le dernier éditorial de la revue El Djish est une réponse justement à un certain nombre de personnalités, de forces politiques qui demandent finalement d'une certaine manière à l'ANP d'intervenir de manière, on va les dire, non pas uniquement politique, mais pratiquement partisane. Il y a eu une réponse il y a déjà quelques semaines de la part de Gaïd Salah, et on a eu aussi la réponse de Ben Salah qui évoquait un petit peu le caractère aventurier de certaines des demandes faites en direction de l'ANP. Alors, on pourrait se dire, et en même temps, l'ANP a et déjà joué un rôle politique dans ce pays. Fahem vient de rappeler son lien avec l'ALN, et finalement, qui était au cœur de pas uniquement de la résistance au colonialisme français, mais de la construction même de l'État algérien, dans le mouvement même de la guerre de libération, cet État moderne algérien se construisait, mais on pourrait aller même chercher encore un peu plus loin, si on veut. La Smala de l'émir Abdelkader, c'est tout un État qui accompagne l'armée. Donc on est dans, je dirais, pratiquement des traditions anciennes de liens, et je dirais pratiquement même parfois de fusion, comme on a pu le voir, y compris hier on était à Haouj-Golo pour rencontrer, à l'occasion d'un recueillement à la mémoire de Mohamed Selami, et rencontrer les patriotes, voilà, la fusion encore de ce peuple et de son armée dans la résistance au terrorisme islamiste. Donc c'est des choses anciennes, et comme l'a rappelé Fahem, cette armée est régulièrement sollicitée pour intervenir, souvent pour faire face à des problèmes que l'État n'arrive pas à prendre en charge. C'est-à-dire au moment où l'État a failli, les institutions de l'État n'arrivent pas à assumer leurs responsabilités, cette ANP se retrouve à devoir intervenir. Alors, on a évoqué à l'occasion de catastrophes naturelles, mais elle intervient aussi dans des tragédies moins naturelles, des tragédies nationales, paraît-il. Ce côté de tragédie enlève un petit peu la responsabilité.
dans un affrontement avec le terrorisme islamiste, l'arrêt du processus électoral avec, et au moment où l'Algérie devait affronter ce terrorisme islamiste, l'ANP a été longtemps mise en accusation pour être intervenue. Elle est intervenue en octobre 88 parce que l'État était défaillant au moment où la société se révoltait. Et on a vu que une armée qui n'était pas préparée du tout à ce type de mission, elle les a accomplis dans des conditions dramatiques pour les jeunes Algériens et les militants qui ont pu être arrêtés à l'occasion de ces événements. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, l'intervention de l'ANP. Mais en même temps, l'ANP, depuis longtemps aussi, proclame sa volonté, son désir de se désinvestir, on va les dire, de ses engagements politiques dans le sens un petit peu partisan, je dirais, souvent dans ce qui apparaît comme la défense du système. On se rappelle pour les plus anciens ces images un petit peu comme ça frappantes à l'issue d'octobre 88, quand à l'occasion d'un comité central du FLN, l'armée, les militaires qui étaient membres du comité central du FLN ont quitté le comité central du FLN. C'était en tenue, c'était le retrait de l'armée de la chose politique. C'était une mise en scène de ce retrait comme ça de la chose politique. Elle n'a pas tardé malheureusement à être rattrapée par les événements et donc à devoir de nouveau participer, à être engagée au plan politique avec Nzal qui se retrouve dans le HCE et plus tard Zelwel comme chef de l'État et président de la République dans ces moments, dans les pires moments de l'affrontement avec le terrorisme. Le recul aussi, cette mise en image, je vais dire, du retrait politique de l'armée, c'était aussi la dissolution du commissariat politique de l'ANP. J'étais jeune étudiant où on allait regarder les expositions organisées par l'ANP à la rue Pasteur ou des choses comme ça. C'était aussi une manière de dire on se désengage de la chose politique. Aujourd'hui, on entend des choses un petit peu qui résonnent un petit peu de la même manière quand on nous dit que, par exemple, les services de sécurité sont dessaisis d'un certain nombre de missions, par exemple, en matière de rapport avec les médias, quand on nous dit que dans certaines institutions, les officiers des services de renseignement sont appelés à se retirer, à ne plus mener les missions qu'ils avaient autrefois. C'est une manière un petit peu qui me fait penser à cette dissolution du commissariat politique et à ce retrait des officiers de l'ANP du comité central du FLN. Et on peut de la même manière se dire, oui, mais bon, au plan formel, ça apparaît comme un retrait, mais peut-être que ça ne l'est pas. Et on sent bien dans les sollicitations en direction de l'ANP, c'est une manière aujourd'hui, pour un certain nombre de forces, c'est une manière de dire il n'en est rien de ce retrait. Et que puisque l'armée finalement joue un rôle politique, on lui demande de le faire à ciel ouvert, de manière déclarée et de préférence de l'autre côté, dans un autre camp plutôt que dans tel camp. Et on a vu, là encore, une problématique que très souvent ceux qui ont reproché à l'armée des choix politiques ou des engagements politiques, etc., n'étaient pas eux-mêmes sans lien avec l'ANP. Moi, je me souviens beaucoup de ces forces politiques qui reprochaient à l'ANP les choix politiques qu'elle a fait dans l'affrontement avec le terrorisme islamiste. J'entendais en même temps, j'entendais ces mêmes forces politiques se réunir avec d'autres généraux. J'ai bien vu des partis réconciliateurs qui dénonçaient les généraux éradicateurs et les forces politiques, entre guillemets, qualifiées d'éradicatrices,
se réunir avec des généraux comme Ben Yelès ou comme Béchin, etc. Que même parmi les gens dont ils défendent, pour lesquels ils revendiquent que justice soit faite, ben, certaines de ces personnalités, je pense à une personnalité comme Messili, il me semble que Messili était un officier des services de renseignement algériens. Donc ces forces-là, en fait, voudraient opposer, entre guillemets, une tendance politique au sein de l'ANP à une autre. Et ils sont pas dans, finalement, c'est pas une ANP monolithique à laquelle on aurait affaire au plan politique. Et donc, il faut interroger donc cette manière de faire. Et puis, il y a aussi le fait qu'un certain nombre, il faut dire que dans la haute hiérarchie de l'ANP, on peut considérer que les officiers supérieurs se conduisent comme des membres de la classe politique à part entière. Entre ceux que j'ai cités tout à l'heure, puisqu'ils ont été amenés à exercer des fonctions officielles, mais il y a eu aussi ceux qui sont candidats. Encore dernièrement, on a eu quelqu'un comme le général Mohamed Yahla, qui souhaitait être investi pour candidater à la présidence de la République. Et donc, on a vu aussi l'armée ou des officiers intervenir pour prendre des positions politiques sur un certain nombre de sujets importants. Je pense par exemple quand le général Nezal, il y a eu une réponse qui avait été faite à l'époque par l'Hajj Michelif au général Nezal, quand il avait pris position sur la question du Sahara occidental, une position qui remettait en cause la position traditionnelle de l'Algérie. Et quand quelqu'un qui a été membre du HCE, chef d'état-major, prend une position comme celle-là, c'est pas sans conséquence. Et donc, on voit bien que ces personnalités, et puis parfois aussi, la société s'est retrouvée interpellée, parfois pour, y compris, venir au secours de ces personnalités militaires, politiques. Quand le même général Nezar se retrouve à faire un procès à Souaidia, promoteur du Kituki en France, il y a tout un dispositif de la société civile qui accompagne et de personnalités politiques qui accompagnent le général Nezar dans ce procès. De la même manière quand c'est lui qui est attaqué par contre en Suisse, d'autres personnalités de la société civile algérienne vont pétitionner pour soutenir le général Nezar contre ses accusateurs et en évoquant une atteinte finalement à la souveraineté nationale à travers le procès qui était fait à Genève. Et on voit bien que finalement, ces interventions politiques, elles ont pour conséquence de diviser finalement la société, mais aussi le risque, c'est que ça portait des divisions au sein même de l'ANP, même si elle a résisté au principal choc. On a vu, si l'ANP a résisté à la déferlante du terrorisme islamiste, on va les dire, être rassuré quant à son homogénéité. Mais en même temps, on voit bien que ça pose problème. Et donc, voilà, je vais revenir, j'ai court-circuité la suite de mon exposé, mais je voulais reprendre, je vais faire un petit pas en arrière là-dessus. Je voulais revenir sur les interpellations en direction de l'ANP qui se poursuivent jusqu'à aujourd'hui, où on l'appelle intervenir au plan politique et en particulier pratiquement à démettre Bouteflika pour permettre l'organisation d'élections anticipées. Et avant même l'élection, c'était à mettre en œuvre l'article 88 de la Constitution pour permettre que Bouteflika ne soit pas candidat à la présidentielle de 2014. Il y a un problème dans cette approche. C'est celui qui consiste finalement, d'une certaine manière, à présenter l'État actuel comme une espèce de finalité, comme quelque chose d'établi, comme si l'État, l'Algérie, c'est-à-dire des gens qui appellent à une transition politique, c'est-à-dire à une transformation du système politique, en même temps, ils font comme si l'État algérien
était déjà installé et qu'il répondait déjà à un certain nombre de normes et qu'on devait mettre en œuvre ces normes. Par exemple, article 88 de la Constitution et des choses comme ça. Il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe là-dedans et qui laisse penser que finalement, j'en revenais à ma petite hypothèse de tout à l'heure, que j'émettais tout à l'heure, qu'il s'agit plus finalement d'une espèce de mise en accusation ou de tentative de dévoiler le rôle prêté à l'ANP au plan politique que plus que d'une volonté de mettre en œuvre finalement les statuts, la Constitution, le respect de la Constitution, puisque d'ailleurs les mêmes forces ne se sentent pas particulièrement interpellées par la révision, le projet de révision constitutionnelle. Donc on peut s'interroger. Je voulais dire, mais en même temps, pour reprendre le cours de mon idée précédente, je voulais dire qu'il y avait que si l'ANP éprouve le besoin aujourd'hui de se retirer, même ne serait-ce que formellement, c'est peut-être qu'elle a conscience que le rôle qu'elle a acquis dans l'affrontement avec le terrorisme islamiste, qui a nécessité un déploiement de toutes ses forces, son investissement dans tous les domaines, parce que c'était une lutte qui recouvrait l'ensemble des sphères de la société, l'ensemble. Ce que je veux dire, il fallait protéger le secteur économique, il fallait protéger les institutions, il fallait protéger les populations, il fallait intervenir au plan diplomatique, etc. C'était une guerre totale et qui a amené l'ANP à se hisser au niveau d'engagement qui était exigé par ce type de lutte. En même temps, elle prend conscience que il y a peut-être besoin aujourd'hui un petit peu de rétropédaler, de ne pas occuper tous ces espaces et d'encourager, je vais le mettre peut-être entre guillemets, cet encouragement, les autres institutions à assumer de manière plus responsable, plus importante, leurs propres responsabilités. Alors bien sûr, on peut se dire aussi que c'est les effets des luttes politiques, que ce retrait, c'est aussi un des effets du Kituki, la campagne du Kituki, qui a obligé un petit peu l'armée à renoncer à un certain nombre de choses, parce qu'en se mettant autant en avant, elle devait porter aussi, assumer les conséquences politiques et les accusations qui pouvaient être menées, qui pouvaient être portées dans le cadre de la lutte politique. Ça peut être aussi le fruit en partie des manœuvres de Bouteflika. On se rappelle qu'il ne voulait pas être un 3/4 de président et il revendique justement de pouvoir disposer des pleins pouvoirs que lui donne la Constitution. Pour rappeler l'image, il ne voulait pas être une image que lui-même avait évoquée. J'ai l'impression qu'il a moins envie d'être une reine d'Angleterre qu'un Franco. Et donc on est là-dedans, et donc les faits combinés à la fois de cette conscience de l'ANP, des luttes politiques, l'amènent un petit peu d'une certaine manière à reculer. Mais en même temps, ça apparaît, ces reculs apparaissent quand même fondamentalement comme une espèce de concession. Ça apparaît comme des reculs sur lesquels on peut revenir. Donc ils sont en permanence sollicités, puisque c'est pas encore quelque chose, on va les dire, de structurel. C'est pas... Et pour que ça soit structurel, il faudrait que l'État, finalement, soit à la hauteur, que l'ensemble des institutions, mais aussi que la société civile elle-même puisse totalement jouer son rôle. On est encore loin de cela. Je vais juste évoquer le Parlement. Est-ce qu'on a le sentiment que dans ce Parlement, on peut avoir une véritable commission de défense nationale qui soit à la hauteur des exigences la situation dans laquelle se trouve l'Algérie? On n'a pas ce sentiment-là, très, très sincèrement. Alors, c'est vrai qu'il y a ce vieux débat sur la primauté du politique sur le militaire. Au MDS, on a, je crois, une vision un peu moins mécanique. Je crois qu'il y avait Claude Wiss qui disait d'abord la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Donc, on ne peut pas parler comme ça d'une rupture entre le politique et le militaire. Et en plus, il y avait, je crois, Foucault qui rajoutait et vice-versa. C'est-à-dire que la politique est aussi une continuation de la guerre par d'autres moyens.
Donc, et nous sommes précisément encore en guerre. Regardons ce qui se passe à nos frontières, voyons les menaces, et on voit encore avec le discours d'un Hamadesh qui apostasie comme ça et appelle à condamner à mort quelqu'un comme Kamel Daoud, que l'affrontement finalement avec l'islamisme, même s'il a pris une tournure plus politique, entre guillemets, c'est quand même un affrontement qui a une certaine acuité et donc qui devrait nous interpeller pour pas penser que c'est aussi simple de déconnecter comme ça ce politique du militaire, même si parmi les revendications, je pense à celle du mouvement citoyen qui demandait en Kabylie, qui demandait à ce que les services de sécurité, la police, l'armée, la gendarmerie soient placés sous le contrôle des élus, etc. Oui, c'est un objectif. Dans quel processus on pourra le mettre en œuvre? C'est encore une chose qu'il faut interroger sur cette transition finalement dans laquelle nous sommes. Juste pour ajouter encore 2 ou 3 choses. Pardon. Si l'ANP intervient finalement, malgré tout, finalement ce qui reste, c'est pas à la mettre en accusation, pourquoi elle intervient, etc. S'il y a des raisons objectives qui font qu'elle est appelée à intervenir, il faut les prendre en charge, ces raisons. Mais peut-être qu'il faut penser à expliciter les règles d'intervention de l'ANP. Voilà peut-être la problématique, plutôt que de récuser un droit d'intervention politique, c'est d'expliciter les règles. Dans quelles, comme il y a des règles d'engagement militaire, il doit y avoir des règles d'engagement politique pour l'armée, dans le jeu politique. Et donc, et aussi, là-dessus, il faut penser à comment créer les conditions d'une cohabitation politico-institutionnelle de l'ANP avec la classe politique, la société civile, etc. Comment, finalement, il faudrait s'interroger, c'est comment dépasser la méfiance réciproque des uns envers les autres, de l'ANP vis-à-vis de la classe politique, de la société civile, et celle de la société civile et de la classe politique en direction de l'ANP. Voilà peut-être, concernant le rôle politique de l'ANP, à quel point nous devrions avancer et sur lequel peut-être nous devrions porter aujourd'hui nos questionnements. Le MDS a déjà donné des éléments de réponse depuis un certain nombre d'années, en particulier sur une notion, il a évoqué la notion d'une armée transpartisane. Alors, c'est un sujet qui fait polémique, on nous dit au contraire, au moment où l'ANP devrait renoncer aux politiques, vous nous dites, et que devrait se limiter à son rôle constitutionnel, le MDS parle d'une ANP qui serait finalement surpolitisée, puisque envahie par non plus juste le politique, mais par les politiques. Il me semble que dans un État démocratique, dans un État de droit, toutes les institutions sont d'une certaine manière transpartisanes. C'est ça qui fait la solidité aussi de ces institutions. C'est ça qui fait que justement, elles sont... Parce que, au-delà du caractère transpartisan qui fait qu'on a des divergences, il y a aussi l'accord sur un socle républicain, sur un socle constitutionnel. Et donc, nier qu'on puisse avoir un accord du fait qu'on puisse avoir des divergences partisanes, je pense que c'est au contraire alimenter la suspicion d'un rôle partisan, mais pour un parti unique, un rôle de l'ANP en faveur uniquement du pouvoir. Tandis que si elle est transpartisane, elle est là au service de la société, avec ses divergences légitimes en son sein, comme elles existent à l'intérieur de la société, et qui sont tranchées par le débat démocratique dans la société. Allez, je vais prendre l'armée américaine, il y a des généraux républicains et des généraux démocrates, ils font leur boulot d'officiers
officiers de l'armée américaine, le débat est tranché dans le cadre du débat politique, mais ils ont des opinions partisanes et même des conceptions militaires liées à des convictions plus larges, à des convictions politiques, idéologiques plus larges, et ça ne contrarie pas l'efficacité, je pense, de l'armée américaine. Au contraire, il semble que ce soit quand même une des armées dont l'homogénéité est certainement la plus établie. Voilà. Donc voilà, un premier élément de réponse dans la modernisation de cette armée, c'est assurer son caractère transpartisan, qui dans les faits existe déjà, qu'il s'agit de reconnaître pour ne pas permettre que, puisque des opinions différentes, si on a des candidats différents, etc., c'est que dans l'ANP, il y a déjà des opinions différentes. Il ne s'agit pas de les institutionnaliser, il ne s'agit pas d'organiser des courants politiques dans l'ANP, il s'agit de reconnaître qu'il y a un débat politique dans l'ANP et que les interventions de l'ANP sont des réponses à des demandes politiques, qu'elles soient alors d'ordre national ou d'ordre international. Et ça m'amène au dernier mot là-dessus. Il y a un débat qui agite au parti la classe politique ces dernières années, c'est celui de la possibilité pour l'ANP d'intervenir au-delà des frontières. C'est quelque chose qu'il faut très certainement clarifier dans la Constitution. L'ANP est déjà intervenue au-delà des frontières. On va aller prendre le conflit israélo-arabe et au-delà, le soutien qui a pu être apporté, y compris militaire, dans des guerres de libération nationale. Mandela est venu dans notre pays pour suivre une formation militaire, d'autres aussi l'ont fait. Il faut donc non pas avoir une posture, je vais dire, idéologique par rapport à cette question. Il faut qu'elle soit cohérente. La réponse qu'on va apporter à cette question de l'intervention de l'armée algérienne au-delà des frontières doit être cohérente avec la vision qu'on a aussi bien de son rôle au niveau national que de la diplomatie et du rôle de l'Algérie dans le monde. Voilà à quel niveau ça se noue. Et donc, voilà, je pense qu'il y a des réponses à chercher dans les luttes qu'a mené l'Algérie ces dernières années, la résistance au terrorisme islamiste, la volonté d'empêcher la déstabilisation de l'Algérie par la subversion islamiste. Je pense qu'elle nous indique des terrains qui ont déjà amené l'ANP à intervenir politiquement et qui peuvent l'amener à l'avenir aussi à intervenir. La question, c'est qu'en même temps, l'Algérie est scrupuleuse du droit international, de la souveraineté des États, etc. Et par exemple, quand elle a été largement sollicitée sur une intervention en Libye, elle a proposé une autre démarche qu'une intervention armée, une démarche qui se veut inclusive. La même chose pour le Mali, même si au plan militaire, elle a pu elle a apporté un soutien à une intervention française militaire au Mali, que ce soit par des approvisionnements ou au moins officiellement en ayant ouvert son espace aérien à des... c'est aussi une forme d'intervention militaire, même si ce n'est pas des troupes de l'ANP, c'est des choix militaires qui ont été faits, c'est une forme d'engagement de l'ANP. Il faut que tout ça soit en cohérence avec la volonté de construire un État de droit et démocratique qui est exprimé par la société algérienne. J'ai été trop long. Merci Yassine pour avoir explicité le volet politique. Comme tu as débordé un peu sur ton temps, j'invite Akram Khalifa à déborder lui aussi sur... Non, je vais faire assez court, je vais essayer de ne pas trop digresser parce que je préfère... je vais donner quelques éléments pour resituer le débat, mais je préfère écouter les gens et débattre avec les gens. Je remercie beaucoup Tarek pour son intervention. Yassine. C'est mon frère. C'est pas grave. Hein. Non, pas du tout. Pour son intervention, bien évidemment, je ne partage pas tout ce qui a été dit et tout
toutes les positions, y compris celle du MDS, mais je suis très content que déjà un parti politique ait des positions vis-à-vis de ça. C'est tout à son honneur et ça dénote d'une réelle compréhension de la politique nationale et des enjeux et de la gravité des enjeux auxquels on fait face aujourd'hui. Donc je me permets de me présenter très très brièvement. Je m'appelle Akram Khalif, je suis journaliste indépendant, mais je travaille à l'Ouatan Week-end de manière quasi permanente. J'anime un site d'information sur le domaine militaire qui s'appelle sekeredefar.net, qui existe depuis 3-4 ans et qui quand même connaît un certain succès qui était totalement inattendu pour moi, mais ça a animé un petit débat au sein des populations, de la population algérienne, des gens qui me connaissent, qui me contactent, mais aussi à l'étranger, ce qui aurait dû et ce qui est une niche informationnelle, est en train d'intéresser de plus en plus de monde à l'étranger, à l'extérieur d'Algérie, peut-être pensant que les vraies décisions se passaient au niveau de l'armée en Algérie, je ne sais pas, mais de toutes les façons, l'évocation de l'armée sans tabou est un thème qui est très très attractif et qui arrange, qui permet de faire avancer un débat. Donc à Akram Khalif, j'ai arrêté de compter les années depuis que j'ai vu que ça n'avançait plus. Je dois avoir, je sais plus, je compte plus. Je vais vous expliquer en gros ce qui m'a amené à m'intéresser au domaine militaire. Deux choses. La première, c'est que, étant très amateur de technologie avancée, j'ai très tôt découvert que l'armée était un moteur pour faire avancer les technologies. Et que pratiquement toutes les applications technologiques actuelles venaient quelque part de l'armée. La seconde raison, je me suis posé cette question très tôt, parce que je suis journaliste depuis une douzaine d'années. Étant donné qu'il y a une commission parlementaire et sénatoriale militaire, comment se fait-il que le débat sur l'armée était aussi tabou? C'est une question que je me suis toujours posée et que je me pose toujours aujourd'hui. Pourquoi l'armée algérienne et les autorités algériennes considèrent que l'information qui est liée à l'armée doit être uniquement de son ressort? D'autant plus que, comme il a été vraiment très intelligemment mentionné, le commissariat politique a été dissous en 88 ou en 89. Donc l'armée a été privée d'outils de communication, d'outils d'intelligence depuis 90. Janvier 90. Elle a été remplacée par la DCIO, la direction de la communication et de l'orientation. On n'a pas compris ce que le mot orientation voulait dire dans l'arabe. Orientation générale. Qu'il y ait une réelle orientation. Et donc, depuis la dissolution du commissariat politique, bien sûr avec l'avènement de la décennie noire, on est tombé dans un gouffre, dans un trou noir dans la communication avec l'armée, où tout était tabou, tout était interdit. Donc, je vous remercie encore une fois pour m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur ça. Et je vais un petit peu m'excuser parce que je vais dépeindre un tableau qui est un peu plus noir
que ce qu'on pourrait penser de l'armée. Je vais utiliser des termes assez crus et des tournures de phrases qui ne sont pas toujours à l'avantage des militaires. Mais je ne vais pas pouvoir parler de politique. Donc, l'état des lieux de l'armée algérienne aujourd'hui. L'ANP est sur le papier probablement la première puissance africaine militaire, bien plus efficace en termes d'efficacité, en termes de combinaison de moyens humains et matériels. Elle est beaucoup plus efficace que l'armée égyptienne qui est pléthorique en hommes et qui est complètement à côté de la plaque d'un point de vue stratégique et technologique. L'armée algérienne a su du moins essayer de franchir le cap. Exactement, franchir le cap de la chute de Berlin et de la désoviétisation des moyens militaires. En entreprenant de gros efforts de modernisation sur les équipements et sur les moyens de les utiliser. Mais malheureusement, pour des données X ou Y, y compris la production de l'école algérienne, l'armée algérienne n'a pas transmis cet effort de qualité envers ses troupes. Donc, nous avons une armée qui est très très moderne et très technologique comparativement aux autres armées africaines et même aux armées du tiers-monde. Mais nous avons quand même une armée qui dans les effectifs, ont un niveau qui est très très moyen, voire assez bas. Et c'est dû à l'université algérienne et c'est dû aussi à la non-transition dans le système éducatif militaire. Je vais vous donner un exemple sans vraiment m'attarder sur ce qu'est la mentalité appliquée à l'armement ou à la technologie. Je ne sais pas qui d'entre vous, parmi vous, a déjà utilisé une Kalachnikov. Je sais que ce n'est pas des questions qu'on pose très fréquemment dans ces bureaux, mais bon, une Kalachnikov. C'est pas tout le monde. Hein. Une Kalachnikov, vous avez un cran de sécurité, un sélecteur de tir, ce qu'on appelle un sélecteur de tir. Il est en sécurité, et puis il est en full auto, donc il permet de décharger toute l'arme, et tout en haut, il est en coup par coup. Alors que... En haut, c'est en sécurité. Exactement. Mais en bas, il est en coup par coup. Au milieu, c'est full auto. Pourquoi les Russes ont choisi ce mode et non pas un mode linéaire, logique, qui est sécurité, coup par coup, full auto, comme toutes les autres armées du monde? Parce que les Russes étaient conscients qu'ils avaient une armée aux effectifs très très moyens, voire très médiocres, et au lieu de mettre le paquet et faire un effort sur l'enseignement et l'éducation de ces moyens, vu qu'ils avaient des millions d'hommes et qui étaient techniquement impossibles, les Russes ont préféré adapter la haute technologie à la mentalité de leurs troupes. Et donc, un militaire russe, soviétique, sur le front, tout paresseux et tout peureux qu'il aurait pu être, on savait, le stratège russe savait que au premier échange de coups, s'il faisait descendre complètement son sélecteur, enfin, il allait descendre par panique complètement son sélecteur de tir et vider son chargeur. Et donc ils ont adapté ça, ils ont fait en sorte que le réflexe soit en faveur de l'être humain. Ça, c'est pour vous donner une idée de l'utilisation, de l'adaptation des équipements à la mentalité. Aujourd'hui, en Algérie, d'énormes efforts ont été faits pour moderniser en équipement l'armée. D'énormes efforts. L'armée algérienne, sur le papier, est une des armées les plus résilientes au monde, qui a une capacité à faire face à des menaces extérieures qui est énorme et
qui est même effrayante pour certains pays occidentaux. Mais il n'y a pas eu de révolution dans la pensée et dans la formation. Ce qui m'amène à dire que si demain l'armée algérienne est confrontée à un véritable risque, beaucoup de doutes sont à avoir quant au déroulement de la confrontation. Donc ça, c'est le premier point noir aujourd'hui, actuellement, que connaît l'armée algérienne. Beaucoup d'efforts de modernisation, très peu d'efforts de modernisation de l'homme. L'armée algérienne est le deuxième importateur d'équipements militaires russes au monde, après l'Inde. On est deuxième. L'Inde, 1 milliard par 300 millions. 1 milliard 300 millions et ils ont un ennemi qui a l'arme atomique en face. Donc, enfin deux, la Chine. Déjà, oui. Donc c'est quand même légitime pour eux de s'équiper un tant soit peu pour faire face. Nous sommes deuxième. Depuis 1962, nous étions premiers. Maintenant, nous sommes deuxième. Mais nous avons $0 d'investissement russe en Algérie en termes de fabrication militaire ou seulement réparation ou accompagnement en Algérie. Nous sommes 9e importateur d'armes au monde et nous avons une industrie militaire qui est de l'ordre de l'artisanal et qui aujourd'hui est en train de se transformer parce que politiquement, et là, l'armée a donné une réponse au président Bouteflika, qui voulait donner une image d'une armée qui fabrique ses armes, par, encore une fois, un retour à l'époque au Mdine Chadli, avec des usines clés en main, et avec des programmes qui sont tout à fait... qui ne sont pas obsolètes, mais qui sont... contestable, discutable. Actuellement, le programme de fabrication militaire, qui n'est pas de l'industrie militaire, parce qu'il faut faire la différence entre la fabrication militaire et l'industrie militaire. L'industrie militaire fabrique pour vendre et créer du profit et accompagner l'économie. L'industrie militaire fabrique pour équiper. Donc, aujourd'hui, l'armée, l'ANP est un centre de coût pour la population algérienne et pour l'Algérie, pour l'État algérien. L'armée est un centre de coût, alors qu'il pourrait être quelque part un centre de profit aussi. Malheureusement, depuis 1962, l'Algérie a été un très très faible contributeur aux efforts de paix dans le monde, a très peu contribué aux missions des casques bleus, alors que nous sommes prédisposés à l'être, vu notre contribution politique au mouvement révolutionnaire pendant les années 70, 80. Donc l'Algérie n'est pas engagée dans la paix dans le monde. L'armée algérienne est complètement fermée aux exercices internationaux. Elle est complètement isolée sur le plan international. L'armée algérienne évite les confrontations, les exercices. En fait, l'armée algérienne a peur d'être jugée. C'est l'impression que j'ai par les autres armées mondiales, alors que les armées mondiales, y compris l'armée américaine, rêvent littéralement d'être confrontées à une armée totalement hybride, comme l'armée algérienne, qui a une mentalité qui est totalement décalée, et avec des équipements qui sont considérables. Mais l'armée algérienne, peut-être par peur de se faire juger, refuse ou évite les exercices internationaux depuis pas mal d'années. Bien sûr, à cause de cet isolationnisme de l'armée et aussi de l'Algérie, parce que l'Algérie est un pays qui est totalement isolé sur le plan international,
nous avons bénéficié de très très peu, quasiment zéro de transfert de technologie et de très peu de contribution à l'économie. Aujourd'hui, chaque début d'année, en fait, chaque rentrée sociale en septembre, qu'est-ce qu'on constate? On constate que devant les écoles militaires, il y a la queue. Des gens sont prêts à payer, à corrompre des gens pour faire entrer leurs enfants dans les écoles d'officiers et même dans les écoles de sous-officiers. Et alors que la majorité des jeunes Algériens évitent le service militaire, le service national. Donc ce décalage montre bien qu'il y a un problème dans la perception de l'armée et aussi dans la perception du devoir vis-à-vis de l'armée. Je reviens à l'aspect politique. J'aimerais ajouter à l'excellente approche qu'a eue M. Teguia. Il y a aujourd'hui, du fait de l'arrivée du président Bouteflika et de la campagne d'assainissement de l'armée et de la mise à la retraite des cadres qui ont participé à la lutte contre le terrorisme, et donc dans le cadre de la réconciliation nationale, pour utiliser les termes légaux, il en a résulté un véritable gap générationnel au sein de l'armée. Aujourd'hui, on a un état-major qui est très âgé et une génération manquante qui a été complètement balayée, qui n'existe plus, qui aurait dû être en dessous. Et donc, le problème de relève politique que connaît l'Algérie est encore plus accentué au sein de l'armée par l'inexistence de relève directe hiérarchique au sein de l'armée algérienne. En gros, on passe du général-major qui a 65 ans et plus, directement au colonel qui en a 45. Et ce gap générationnel crée une démobilisation au sein des échelons inférieurs. Déjà que l'armée algérienne est une armée qui est très très hiérarchisée, avec très très peu de degrés d'autonomie. Les régions militaires ne font que de la coordination, alors qu'au départ, la région militaire aurait dû être une armée à elle seule, avec ses propres moyens pour faire face sur son territoire à tous les dangers. Donc ce gap générationnel crée une démobilisation, affecte le moral et fait aussi en sorte que très peu de décisions stratégiques sont prises par l'armée, ou du moins de suggestions aux politiques. Ça explique le non-interventionnisme de l'armée dans le cas malien, libyen, à mon avis. Car à aucun moment il n'y a eu de suggestion d'intervenir. Ça explique aussi le manque de transparence dans les commandes de l'armée. Et ça explique aussi le fait qu'il n'y ait pas d'interface entre l'armée algérienne et le monde extérieur, le peuple algérien, les médias et le monde politique. Aujourd'hui, comme vous l'avez très très bien mentionné, la réaction de l'armée qui a été faite dans les colonnes de la revue El Jeish n'a pas été signée. Elle a été signée rédaction. Aujourd'hui, même si la revue El Jeish existe et continuera à exister, on ne sait, personne ne connaît réellement qui est derrière la rédaction. Et c'est très important de savoir, pour au moins connaître le degré d'importance qu'est la communication de l'armée.
Aujourd'hui, si on dit que c'est le vice-ministre de la Défense qui supervise les écrits de l'Jeish, ça n'a pas la même importance que de savoir que c'est le général, le responsable de la communication. L'un a une fonction politique parce qu'il est membre du gouvernement, l'autre est un militaire, est un communicant de l'armée. Donc, cette opacité, ce manque de transparence fait qu'aujourd'hui, l'armée algérienne a beaucoup de mal à répondre à des enjeux internes, qui soient politiques ou même d'ordre social, même d'ordre social, parce que comme vous l'avez dit, il n'y a pas de cadre d'intervention de l'armée. Il n'y a pas de règles d'engagement de l'armée, y compris sur le plan social. On ne sait pas. L'armée est utilisée au coup par coup pour répondre pour faire le pompier, répondre à des crises et à des contextes bien précis. Donc que faire? Quel rôle pourrait jouer demain l'armée sur le plan politique? Je vous dis sincèrement que l'idée d'armée transpartisane, personnellement, je n'y ai jamais pensé. Mais personnellement, je ne verrais pas d'inconvénient à ce que ce soit. L'armée a toujours été transpartisane. Il y a eu des officiers paxistes. La SM à l'époque avait fait la chasse, pendant les années 80, avait fait la chasse au cas des paxistes à Cherchel d'une manière mais ignoble. Certains ont été torturés, certains ont été frappés. Ça a été une catastrophe. Il y a eu aussi des officiers islamistes. Il y a aujourd'hui, comme vous le dites si bien, il y a beaucoup d'officiers qui Certains sont encore au maquis. Malheureusement. D'autres sont en exil et parlent en qualité d'ex-officiers. Malheureusement. Mais oui, l'armée algérienne devrait tolérer une sorte de multipartisme en son sein, ou au moins qu'il y ait au moins un débat politique en son sein. En sachant qu'en 90, enfin, en sachant qu'en 91 plutôt, il y a eu un débat qui est descendu, qui venait du haut commandement, qui est descendu jusqu'au niveau des lieutenants, sur l'arrêt du processus électoral. Il y a eu un réel débat démocratique au sein de l'armée, et l'avis a été pris de milliers d'officiers, et ça a donné l'arrêt du processus électoral, et c'est ce qui a aussi expliqué le fait que l'armée algérienne ne se soit pas disloquée en 92. Donc, que faire? Il faudrait que l'armée prenne plus. Pardon. Réagissez au que faire. Ici, c'est des mots qui font toujours repenser à quelque chose. Ah bah j'espère. Enfin, c'est ce que j'attends du MDS aussi. Il faudrait que l'armée prenne conscience de son rôle économique avant tout. Au lieu d'être un centre de coûts, l'armée pourrait devenir, par des ajustements administratifs et politiques, un véritable centre de profit. Quand je dis armée, j'inclus le DRS. Parce qu'aujourd'hui, des services secrets qui s'occupent de la gestion de partis politiques et de médias, alors que, je vais vous donner un exemple très simple. L'ambassade d'Iran à Bruxelles abrite 21 officiers des services secrets iraniens, dont à peine 3 ou 4 s'occupent de politique et d'idéologie. Tout le reste est là pour collecter de l'information économique, de la technologie, de contacter des sociétés, d'acquérir, de ramener des savants, de former des gens, de veiller à ce que
leurs ingénieurs soient bien formés et non pas intoxiqués. Aujourd'hui, les services secrets algériens, dans leur mission à l'étranger, sont complètement à côté de la plaque. Ils sont dans une phase d'inefficacité totale, alors qu'ils pourraient contribuer grandement à l'économie algérienne. Sur le plan national, est-ce que vous savez qu'il est légal en Algérie de faire du commerce d'armes? C'est tout à fait légal. Il y a un cadre administratif, législatif, qui prévoit qu'une société algérienne de droit privé puisse commercer, y compris dans l'armement, avec l'ANP. Sauf que l'ANP ne nantit pas les contrats pour les Algériens. Donc un Algérien qui décroche un contrat pour fabriquer des armes et vendre à l'ANP ne peut pas aller voir sa banque et lui dire « j'ai un contrat, j'ai un nantissement, est-ce que vous pouvez me financer ?» C'est totalement impensable. Alors que les achats de l'ANP à l'étranger se font par lettre de crédit révocable et confirmée. Donc le fournisseur obtient la totalité de son argent avant la commande. Donc par des mesurettes administratives, par la création d'institutions, par l'encouragement via l'ANSEJ des jeunes à faire dans la fabrication militaire, hein, qui ne veut pas dire fabriquer des armes, hein, qui veut dire concevoir des équipements utilisés par l'armée. Ça peut être des logiciels, ça peut être l'adaptation de téléphones portables pour les militaires. Des boucles de ceinture. Exactement, ça peut être des sifflets, ça peut être n'importe quoi. Aussi la conception des armes. Non, et même la fabrication. Des pays, des petits pays comme la Jordanie, comme la Tunisie, aujourd'hui arrivent à avoir une industrie privée qui vend à leur armée et qui fait beaucoup d'argent. En Algérie, on avait fait une étude, le potentiel pour le privé algérien en termes de chiffre d'affaires à l'horizon, au bout de 5 ans, était d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires annuel. Donc si on ouvrait le domaine au privé algérien, il y avait un potentiel pour, au bout de 5 années, arriver à un chiffre d'affaires d'1 milliard de dollars par an. Et que ça pouvait aller crescendo aussi. Dans tous les domaines, en munitions, en fabrication, locale, par le privé. Tous les domaines. Et ça contribuerait à être moins dépendant des importations et de ne plus faire face au type d'embargo auquel on a fait face pendant les années 90. Il faut aussi qu'il y ait des ponts, de véritables ponts entre l'armée et la société civile, l'université, la population. Il faut qu'il y ait des interlocuteurs. Il faut qu'il y ait, s'il le faut, des médiateurs militaires au sein de la société. L'Algérie a fait l'expérience de médiation il y a quelques années qui a échoué parce que ça a été récupéré politiquement. Mais l'utilisation de médiateurs de la République. Oui, des ombudsmen, l'utilisation, la création d'un service d'ombudsman militaire, donc censé être neutre, pourrait faire avancer pas mal de choses sur le plan social. Il faudrait aussi que l'armée soit plus flexible vis-à-vis de la population, vis-à-vis de ses besoins, et que si le peuple, la jeunesse a un problème avec le service militaire, il faudrait trouver un terrain d'entente entre l'armée et le peuple et la jeunesse concernant ce point. Donc trouver des solutions arrangeant les deux parties, voire passer à une armée professionnelle s'il le faut. Je ne suis pas favorable à ça personnellement, mais il faudrait que le service national soit d'utilité aussi pour le jeune qui va
le passé. Il ne faut pas que ce soit un abus de l'État à son encontre. Je vais finir sur un dernier point qui est très important à mon avis et qui est complètement occulté actuellement du débat sociétal au sein de la société. C'est le sort des vétérans. J'ai été très agréablement, j'ai été vraiment touché par la cérémonie de commémoration qui a été faite avant-hier à Haouchgoro. Hier vendredi. Ah oui, vendredi. Je suis déjà dimanche. À Haouchgoro, auquel j'aurais bien aimé eu l'occasion de participer. Mais actuellement, il y a un gros problème avec les vétérans de la guerre contre le... Pardon ? 67. Non, 67, la guerre israélienne. Non, je parle des vétérans de la guerre contre le terrorisme. Ils considèrent que c'est une guerre. Je considère que c'est une guerre du moment où il y a eu des victimes, du moment où il y a eu des gens qui sont décédés par les armes et en ayant des armes. C'est techniquement une guerre. Maintenant, si la terminologie ne convient pas, moi, je peux la nommer autrement. Mais actuellement, il y a des milliers d'Algériens, de jeunes Algériens, qui sont amputés ou qui sont complètement, qui n'ont plus leur raison, qui subissent des soins, mais de manière catastrophique auprès de l'institution de santé militaire, qui sont réellement cachés de la société. Je vous invite tous à aller faire un tour à l'hôpital militaire de rééducation de Bouchaoui. C'est une véritable catastrophe. Vous pourrez voir là-bas des jeunes de 18-19 ans amputés, qui restent là-bas et qui n'ont comme seul loisir que de fumer du kiff. C'est leur seule occupation. Ils ne peuvent faire que ça. Ils sont complètement oubliés, leur hiérarchie les a oubliés, leur famille ne peut pas les gérer, ne peut pas gérer le choc post-traumatique qu'ils ont subi. Et c'est un pan entier de la société qui est mis sur le côté. Et j'invite les partis politiques, le MDS en premier, de prendre position et de défendre ces jeunes qui ont beaucoup donné pour l'Algérie. Je vais le dire, j'espère que c'est bien enregistré. Le nombre d'amputés, le nombre de blessés de la décennie noire relève du secret défense. L'armée ne veut pas communiquer sur ça. Et c'est tout juste horrible. J'ai la chance de partir fréquemment aux États-Unis. J'ai vu en 3 ans l'évolution du cas des vétérans aux États-Unis, qui était complètement mis au banc de la société il y a 3-4 ans, qui aujourd'hui sont devenus une véritable force politique, qui sont aussi devenus une force économique et sociale. C'est incroyable. Et les premiers partis qui ont soutenu les vétérans sont en train de récolter leur soutien aujourd'hui. Donc, c'est un appel que je lance au MDS et aussi à tous les partis politiques. Prenez conscience qu'il y a des dizaines de milliers d'Algériens qui sont totalement oubliés et qu'il faudrait réhabiliter ou ne serait-ce qu'aider. Merci beaucoup, merci pour votre temps. Je suis désolé si j'ai un peu digressé. Je vous invite à vous éclater. Merci. Maintenant, et à m'éclater éventuellement. On a fini avec